Ouais. Donc, je vais vous parler de la protection des données sous l'angle de l'actualité juridique. Et, excusez-moi, mais il passe pas. Ah, mais je vais prendre ça, c'est pas grave. Bien, alors le verbatim, c'est fait. Toujours au titre de l'introduction. Donc effectivement, l'actualité juridique, elle est européenne en matière de protection des données personnelles, avec l'adoption en 2016 d'un règlement dit RGDP général sur la protection des données personnelles, qui est accompagné d'une directive qui concerne spécifiquement les données traitées à des fins pénales, puisqu'en droit, on distingue le régime des données personnelles traitées à des fins commerciales et celles traitées à des fins pénales, même s'il y a une perméabilité entre les deux. Alors, on a l'impression, et finalement la communication est bien passée, que d'un coup, l'Union européenne légifère en matière de protection des données. En réalité, le règlement vient remplacer une directive qui datait de 1995. Et il entrera en vigueur, donc il est en vigueur, mais il entrera en application en 2018. Pourquoi on est passé d'une directive à un règlement? Parce qu'on veut uniformiser les règles dans l'Union européenne. Auparavant, on avait une directive qui harmonisait les législations nationales, ce qui évidemment explique qu'il subsiste des différences. Alors, tout ne se termine pas avec ce règlement. Il y a un débat actuel sur une autre proposition de règlement qui complète le règlement général. C'est le règlement e-privacy qui concerne en fait les données télécom, les données traitées dans le cadre des activités de communication électronique telles que les données de connexion, les données de géolocalisation. Et enfin, on ne peut pas parler de l'actualité juridique européenne s'agissant de la protection des données sans mentionner l'activisme même de la Cour de justice de l'Union européenne qui va vraiment dans le sens de la protection des droits fondamentaux avec des arrêts retentissants, j'y reviendrai. Alors nous avons un droit évidemment qui doit s'adapter à des technologies qui évoluent, à des usages nouveaux, et on a même besoin, je dirais au-delà de cela, d'innovation juridique face à des enjeux, à des risques tels qu'ils sont perçus, et ça c'est vraiment essentiel. Que perçoit-on en fait des enjeux du numérique pour légiférer ainsi? On en a parlé largement, je ne vais pas en dire beaucoup plus, mais il y a effectivement les traitements de masse, ça tout le monde le sait, et des possibilités de discrimination aussi bien dans un sens positif que négatif qui sont intenses. Alors, en 4 points, je voudrais d'abord planter le décor, rappeler les principes en matière de protection, mettre en évidence quelques innovations juridiques et anticiper les points bloquants. Alors, plantons le décor. Alors, le droit, il faut bien comprendre les choses telles qu'il se construit. C'est aussi le reflet de conflits de valeurs et de conflits d'intérêts. Nous avons adopté en Europe un règlement en 2016. La proposition datait de 2012. Il a fallu 4 années. Il y a eu une bataille juridique sans précédent. Il y a, pour un texte qui fait 100 articles, ce qui est pas mal d'ailleurs, il y a eu 4000 amendements déposés au Parlement européen. Notre rapporteur allemand a failli s'effondrer, ça se voit très bien dans le film, ce qui traduit en fait l'existence d'un conflit d'intérêts entre, pour schématiser, les personnes concernées par les traitements et évidemment tous ceux, et les entreprises au premier rang, qui souhaitent user le plus librement possible des données personnelles. Alors quand je dis que la personne est intéressée à la protection des données personnelles, c'est vrai certes, mais ça ne l'est pas tout à fait non plus dans la mesure où vous le savez tous, on est tous prompts à exposer notre vie privée aujourd'hui sur les réseaux sociaux ou à céder un peu de nos données, entre guillemets, en contrepartie d'un plus grand confort de service. Alors pourquoi mes choses sont à l'envers? Ça c'est étrange. Alors, en tout cas, autour donc, si on identifie les acteurs, nous avons les entreprises qui traitent les données. Parmi ces entreprises, il faut distinguer une catégorie particulière, puisque le traitement des données est l'objet même de leur activité. Ce sont les plateformes numériques, en particulier les GAFAM, et aussi les acteurs over the top, de type WhatsApp, par exemple. Vous avez ensuite les choses, puisque dans le schéma juridique initial, ce que l'on conçoit, ce que l'on connaît, c'est la relation entre la personne concernée par un traitement et
les responsables de traitement, les entreprises par exemple, une relation assez simple. Or, avec l'Internet des objets, eh bien, il y a d'autres interactions qui apparaissent entre les personnes et les objets, et entre les objets eux-mêmes. Vous avez ensuite, comme acteurs essentiels aujourd'hui, les autorités publiques qui, vous le savez, dans le cadre de la lutte contre la criminalité grave et le terrorisme en particulier, ont besoin de traiter des données, si bien que les frontières, finalement, qui étaient relativement étanches, sont de plus en plus perméables. Vous l'avez vu, évidemment, avec l'affaire Snowden, où certes, on découvre que des données sont traitées par la NSA, mais que les entreprises, eh bien, ne sont pas toutes blanches en la matière. Alors, on parle beaucoup de données personnelles. Je me permets de vous rappeler quelle est la définition. Ce sont des données qui se rapportent à une personne physique identifiée ou identifiable, donc pas à des personnes morales. Par référence à quoi? Un identifiant, ça tout le monde le perçoit, le nom par exemple, le numéro de sécurité sociale, mais aussi par rapport à plusieurs éléments spécifiques qui sont propres à son identité. Donc ça peut être l'identité physique, physiologique, génétique, économique, culturelle ou sociale, tout ça pouvant former ce que l'on appelle le fameux profil d'une personne. Alors, ce qui va évidemment attirer beaucoup notre attention parmi les données personnelles, ce sont les données dites sensibles, dont le traitement est interdit, sauf exception, notamment le consentement. Ce sera les données qui révèlent l'origine raciale, l'appartenance religieuse, la santé, par exemple. Et j'ai une petite rubrique métadonnées parce que précisément le règlement e-privacy, qui est en cours de discussion, s'étend à bord de la question des métadonnées. Que dire des données non personnelles? Alors, effectivement, on a un peu l'impression que on réglemente, on régit les données non personnelles à partir du régime juridique des données personnelles. L'idée étant, et c'est vrai en Europe, que l'on a une définition extrêmement large des données personnelles. Tout est potentiellement données personnelles. Alors, la Commission européenne est en train de réfléchir à cette question et elle a lancé une consultation publique, donc n'hésitez pas à répondre, sur le sort que l'on devra réserver dans le futur aux données tout court, c'est-à-dire non personnelles, en vue d'assurer une meilleure circulation de ces données à l'échelle de l'Union européenne. Et là, évidemment, il y a un levier de bouclier. Alors, on peut se référer au texte rédigé par le Conseil national du numérique qui dit, halte là, une donnée, même non personnelle, peut devenir personnelle, la réidentification étant toujours possible. Et finalement, certains disent, sous couvert de libéraliser le marché des données tout court, on va essayer de libéraliser davantage le marché des données personnelles. Donc vous voyez un petit peu quels sont les enjeux. Alors, nouvelle conception des données, traitement de données personnelles. Alors les traitements, vous les connaissez tous ici dans cette salle, les traitements nouveaux, notamment avec le big data, avec l'intelligence artificielle, l'IoT, et puis des traitements, il faut bien le dire, de plus en plus problématiques au regard du droit, notamment dans la mesure où les traitements sont de plus en plus des traitements proches du corps, proches de données effectivement extrêmement intimes, ce qui pose des questions relativement inédites. Alors, rappelons donc les principes de la protection. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire, en fait? La première question en droit, c'est, voilà, que faisons-nous? En 78, c'est clair en France. On est d'ailleurs un des pays pionniers en matière de protection des données personnelles. On voulait protéger les personnes contre l'arrivée de l'informatique et des gros systèmes. Évidemment, la micro-informatique n'était pas encore arrivée, ni les traitements commerciaux que l'on connaît. Donc c'était un objectif unique. En 1995, quand la communauté européenne à l'époque se saisit du dossier, c'est pour parvenir à autre chose, en réalité un équilibre entre la protection des droits fondamentaux et la circulation des données à l'échelle européenne. Étant entendu que dans la philosophie européenne, l'idée c'est que plus on aura confiance, vous parliez tout à l'heure du risque de perdre la confiance lorsqu'on manipule mal les données, plus on aura confiance, plus on acceptera que les données soient traitées et circulent. Autre objectif qui apparaît clairement dans le RGDP, c'est donner plus de contrôle à la personne concernée sur ses données personnelles, sur leur
à venir également. C'est ce que l'on appelle notamment en Allemagne l'autodétermination informationnelle. Un autre objectif important qui apparaît dans le RGTP, c'est plus de responsabilité pour les entreprises. Dans le schéma initial, vous avez un responsable de traitement, une personne dont on traite les données, et puis vous avez en France la sacro-sainte CNIL, n'est-ce pas, qui est à même de tout bien contrôler. Donc aujourd'hui, on décentralise le contrôle sur la base d'un principe sur lequel je vais revenir, qui est le fameux principe d'accountability. Alors, à quelles conditions est-ce qu'on peut traiter des données? Eh bien, en respectant un certain nombre de principes qui vont conditionner la licéité des traitements. Les données, vous l'avez dit, je vais passer rapidement, doivent être traitées de manière licite, loyale et transparente, donc pas de collecte, par exemple, à l'insu de la personne, pour des finalités déterminées. Alors ça, c'est quelque chose qui va poser des problèmes dans la mesure où aujourd'hui, on n'est pas toujours à même de connaître la finalité, on peut se laisser surprendre. Des données qui doivent être adéquates, pertinentes, limitées, exactes, conservées pour une durée effectivement déterminée et connue de la personne à l'avance, sécurisées, ça c'est un des points importants du règlement, et évidemment, au centre du dispositif, il y a le recueil du consentement de la personne. L'idée, c'est que dans la majorité des cas, je ne parle pas ici des fichiers de police, bien évidemment, le responsable du traitement doit recueillir le consentement de la personne, lequel doit être un consentement explicite, éclairé, non faussé, etc. Alors, mes slides sont tous chamboulés. Alors, un petit exemple de mise en œuvre de la protection sur la base d'un traitement de données de santé à des fins de sécurité au travail. Donc, prenons le cas où on va mettre dans les vêtements d'un pompier des capteurs qui mesurent un certain nombre d'éléments, la fréquence cardiaque, la sudation, donc qui traitent des données extrasensibles que sont les données physiologiques. Donc, on peut de cette manière-là très rapidement détecter une situation anormale de stress pour venir en aide aux travailleurs, ce qui permet au passage à l'employeur de satisfaire à son obligation au titre du droit du travail de sécurité de résultats. Eh bien, en droit, le droit est très binaire, hein. Vous avez d'un côté les obligations du responsable de traitement de données et de l'autre des droits au profit des personnes concernées. Donc ici, c'est très simple. L'obligation, ça va être par exemple de dire aux salariés, eh bien, la finalité du traitement qu'on va mettre en œuvre, c'est la sécurité du poste de travail. Du côté du droit des personnes concernées, il y aura par exemple le consentement. Alors je vous laisse imaginer ce qui se passe si la personne ne consent pas, alors même que l'employeur doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour assurer une sécurité au travail. Et bien évidemment, il subsiste des zones d'ombre. Alors c'est une question qui est souvent posée, mais qu'est-ce qui se passe quand l'employeur, finalement, traite les données à d'autres fins ? Hein, il peut, par exemple, grâce à ces données collectées, se rendre compte qu'il a un fichu trouillard dans son équipe qui stresse au moindre coup de sifflet, ou bien quelqu'un qui aurait consommé de l'alcool de manière régulière et importante. Il se passe qu'effectivement, pas grand-chose, parce que tout cet édifice juridique repose sur l'idée que la personne concernée fait confiance aux responsables de traitement, hein, d'où l'intérêt des lanceurs d'alerte, y compris dans ces domaines-là. Alors, ça c'est le schéma. Maintenant, mettons en évidence quelques innovations juridiques. Alors, du côté à la fois des obligations des responsables de traitement et du côté des droits des personnes concernées. Du côté des obligations, on peut dire effectivement que les obligations sont renforcées par le règlement sur la protection des données. Il y a une obligation renforcée qui est très importante pour l'avenir, c'est l'obligation de sécuriser les traitements qui existaient déjà pour les opérateurs de télécom et qui a été étendue à tous les acteurs. Ce qui signifie par exemple que s'il y a une violation de données, le responsable devra en avertir la CNIL, si c'est en France, et en cas de menace vraiment très sérieuse pour la vie privée, la personne concernée. Ce qui incite quand même à mieux sécuriser, puisqu'on n'a jamais intérêt à ce que des violations soient révélées. Nouveau principe également,
le privacy by design, donc, dont tout le monde connaît bien sûr, qui est mentionné dans le règlement. Donc là, c'est vraiment l'idée selon laquelle la technique peut servir le droit. L'accountability, donc qui est ce principe de responsabilisation des entreprises qui doivent finalement rendre compte des efforts qu'elles mettent en œuvre pour se conformer aux principes du règlement. Donc à cette fin d'ailleurs, et ça vient remplacer les formalités auprès de la CNIL préexistante, les entreprises ou toute autre organisation qui gère des données doivent tenir un registre des traitements, doivent, et c'est nouveau, être en mesure d'apporter la preuve du consentement, ce qui est évidemment assez contraignant, et nous avons, pour un certain nombre d'entreprises désormais, celles qui vraiment traitent beaucoup de données, l'obligation de nommer un délégué à la protection des données, donc ce qui va toujours dans le sens un peu de la décentralisation du contrôle et de l'application des règles. Du côté des droits, de nouveaux droits. Alors, au moment de la discussion sur le règlement, on a beaucoup parlé du droit à l'oubli. Ce terme a disparu dans le règlement adopté in fine, au profit d'un terme qui, à mon sens, est plus clair et a un sens du point de vue technique, c'est le droit à l'effacement. Donc les personnes ont le droit de demander l'effacement de leurs données. Il y a une forme d'effacement qui a précédé d'ailleurs l'inclusion de ce droit dans le règlement, c'est le déréférencement qui n'est autre que l'effacement d'un lien. Ce droit au déréférencement, il existe en vertu d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne qui prévoit que donc toute personne qui fait une recherche à partir de son nom doit pouvoir formuler une demande de déréférencement auprès des moteurs de recherche, pas seulement Google, même si l'arrêt concernait Google, lequel, sur la base d'un certain nombre de critères qui ont été en l'occurrence établis par Google, va accepter ou refuser si par exemple l'information présente un intérêt pour le public. Dans le cadre des élections, évidemment, les candidats ne peuvent pas prétendre cacher certains aspects de leur vie, y compris très privés. Nouveau droit encore, le retrait du consentement. Alors jusqu'à présent, le consentement, c'était presque un chèque en blanc finalement. Aujourd'hui, on va pouvoir être en mesure de retirer son consentement. Alors ça fragilise, à mon sens, plutôt la position des responsables de traitement. Ça crée une incertitude juridique et je suis bien en peine de vous dire aujourd'hui comment ça va fonctionner. Pour le déréférencement, par exemple, on le sait, il y a eu, après l'arrêt, une explosion des demandes. Bon, là, on ne sait pas. Même chose pour la portabilité, qui est un nouveau droit accordé à la personne concernée, qui va lui permettre de demander à un responsable de traitement de mettre les données en forme pour aller éventuellement les communiquer à une autre entité. Anticipons maintenant en dernier lieu, les points potentiellement bloquants. Alors, je voudrais aborder ici deux sujets. Le premier, c'est la circulation internationale des données et le second concerne le règlement e-privacy. Alors, c'est vrai que tout ce dont je vous parle jusqu'à l'instant concerne l'Union européenne, donc un même droit uniforme pour tous les États membres. Eh bien, avec évidemment un objectif qui est de fixer un niveau élevé de protection. C'est ce qui nous singularise. Cela étant dit, parallèlement, ce que l'on observe, c'est une croissance sans précédent des flux internationaux de données, qui accompagnent notamment le commerce des biens et des services, ou alors les données en tant qu'objet véritablement du commerce. Alors, si on regarde une carte, la CNIL a prévu une carte, publié une carte interactive, on voit que dans le monde, il y a évidemment une majorité d'États qui n'ont pas de législation protectrice des données personnelles. Il y a des États qui ont des législations partielles et d'autres des législations très insatisfaisantes. Je pense notamment à la Chine. Alors, comment on fait quand on veut transférer des données depuis l'Europe vers un État tiers? Eh bien, ces transferts sont possibles, nous dit le règlement, mais ça n'a pas beaucoup changé par rapport à la directive, sur la base de décisions dites d'adéquation adoptées par la Commission européenne. Et s'il n'y a pas de décision d'adéquation, il y a d'autres garanties prévues, notamment des clauses contractuelles, type ou alors des dérogations.
Mais en tout cas, l'idée, avec les décisions d'adéquation, c'est que le pays tiers de destination doit assurer une protection dite adéquate. Alors, adéquate, ça ne veut pas dire identique, mais ça veut dire équivalente. Et donc, quand un pays, du fait de sa législation et de sa capacité à la faire respecter, assure un tel niveau de protection, la Commission adopte une décision d'adéquation. Alors depuis 1995, elle en a adopté 11, c'est pas beaucoup, et ça concerne des petits pays. Hein. Vous avez l'île de Man, Jersey. Après il y a le Canada, les États-Unis, mais c'est une décision d'adéquation partielle. Bon, c'est assez limité. En tout cas, tout ça pose aujourd'hui un enjeu de souveraineté. La question étant qui régulera les flux internationaux de données, puisque effectivement nous avons des velléités d'exporter notre modèle et en face d'autres États font de même. C'est ainsi que raisonnait Google lorsque la CNIL a demandé à Google de déréférencer sur l'ensemble des extensions du nom de domaine, pas seulement donc sur google.fr, si une demande est faite en France. Et Google a répondu en disant mais oui, mais si d'autres pays font de même et des pays moins démocratiques, qu'est-ce qu'on fait? Donc on voit bien qu'il y a un conflit de valeurs potentiellement. Alors ce qui illustre d'ailleurs ce problème, c'est une affaire dont vous avez dû entendre parler, c'est l'affaire Max Schrems. Alors je ne sais pas si vous connaissez ce juriste autrichien très impliqué dans la protection des droits fondamentaux sur Internet. Donc il est aussi utilisateur de Facebook et découvre, entre guillemets, que Facebook Irlande, puisque c'est là qu'est localisé Facebook en Europe, comme par hasard, eh bien transférer ses données personnelles vers les États-Unis sans l'en avoir informé. Aux États-Unis, bien sûr, il y avait un risque que la NSA voie ces données, puisque tout ça arrive après l'affaire Snowden, et par conséquent, Max Schrems proteste en demandant à l'autorité irlandaise, l'équivalent de la CNIL, de bloquer ces transferts. Comme il n'obtient pas satisfaction, eh bien, l'affaire va devant la Cour de justice de l'Union européenne, qui, aux surprises, va aller au-delà de toutes les espérances de ce monsieur Schrems, puisqu'elle va invalider le dispositif juridique qui permettait le transfert des données personnelles de l'Europe vers les États-Unis, qui s'appelait le Safe Harbor, la sphère de sécurité. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, vous avez dû le voir, on a remplacé ceci par un dispositif qui n'apporte toujours pas satisfaction, qui est le Privacy Shield. Donc, vous voyez qu'il y a, au-delà de ces enjeux vraiment micro-entreprises ou les enjeux au niveau de l'Union européenne, des enjeux internationaux extrêmement sensibles. Mon dernier point, ce sera donc le règlement e-privacy, qui également est un point de blocage potentiel, donc on en discute en ce moment même. Donc il concerne les traitements de données de communication électronique, puisqu'en fait, en droit européen, le terme de télécommunication a disparu depuis 2002 au profit des communications électroniques. Donc ce sont typiquement les données de trafic, les données de connexion, les données de géolocalisation, et on y inclut désormais les métadonnées. Alors, l'enjeu de cette négociation actuelle, c'est est-ce qu'on va faciliter le profiling, le pistage, les surveillances de toute forme, ou est-ce que on va réussir à mieux protéger les données? Alors, ce qu'on voit déjà, c'est que 2 commissions du Parlement européen ont publié un rapport, mais c'est pas ces 2 commissions qui auront le dernier mot. Mais en tout cas, les propositions, pour l'instant, vont plutôt dans le sens d'une réduction du périmètre des droits, avec notamment des limitations au principe du consentement. Donc, de vraies inquiétudes sur le fait qu'on puisse éventuellement géolocaliser sans consentement vraiment approprié. Avec évidemment sous-jacente toute une discussion sur la marchandisation des données. Je le disais au début, effectivement, nous ne sommes pas propriétaires de nos données, donc il n'y a pas de marché primaire sur lequel on vendrait nos données à des entreprises, même s'il y a un marché secondaire, ça ne fait aucun doute. Et donc, derrière tout cela, est-ce qu'il y aura une marchandisation à terme? En conclusion, on pose souvent la question de savoir si on est vraiment protégé, ou à l'inverse, si le dispositif juridique ne constitue pas un frein à l'innovation.
En tout cas, je voudrais simplement souligner à ce propos, dans le sillage de ce que vous disiez à propos des risques, qu'aujourd'hui, face à ce nouveau règlement qu'il va falloir interpréter, appliquer, hein, il y a pas mal d'entreprises qui font ce qu'elles faisaient déjà, c'est-à-dire qu'elles procèdent par analyse des risques. Alors vous en avez identifié deux, hein, le risque d'image, le risque financier, si j'ai une amende. Il peut y avoir le risque qui consiste pour une autorité de contrôle à bloquer carrément un traitement. Donc effectivement, certains disent que c'est pas bien de faire une analyse en termes de risque s'agissant de la protection des données personnelles, puisque l'idée de l'analyse de risque, c'est un peu de contourner quand même la loi. Mais la réalité, c'est ça, effectivement. Une autre question qui reste en suspens, quelle efficacité pour les autorités de contrôle comme la CNIL? C'est une vaste question parce qu'effectivement, les moyens sont extrêmement limités et on peut se demander si le cadre actuel est déjà dépassé. Alors vous pourrez me dire, oui, c'est assez convenu comme conclusion, est-ce que c'est pas déjà dépassé? Mais en réalité, quand la Commission européenne en 2012 a proposé le règlement, elle est partie de l'idée qu'effectivement, il s'était passé pas mal de choses depuis 1995, mais la Commission a quand même dit tous les principes préexistants sont bons, on va les garder. Hein, donc il n'y a pas eu de remise en cause de la méthode, mis à part les innovations que j'ai soulignées. Donc la question du changement de paradigme reste ouverte, avec la question de savoir quelle place on fait aux logiques de partage, à l'open data, et la question que l'on fait au débat, la place que l'on va faire au débat éthique, parce que plus que jamais en matière de protection des données, le droit trouve ses limites et certaines questions ne pourront être résolues que sur la base de choix éthiques véritables, tenant compte notamment de l'acceptabilité de certains services. En tout cas, et ce sera mon dernier mot, j'insiste beaucoup sur le fait que le droit des données, ce n'est pas le droit du numérique. C'est-à-dire que pour beaucoup de gens, ça s'apparente au droit du numérique. C'est un pan essentiel, certes, mais il y a bien d'autres aspects. Vous parliez des plateformes numériques tout à l'heure avec l'expérience Gravity. Si on regarde le droit des plateformes, certes, il y a des problèmes de données personnelles, mais il y a des problèmes de concurrence, il y a des problèmes de loyauté, des problèmes de protection du consommateur. Donc finalement, il y a un ensemble de questions au centre desquelles, en effet, on a la protection des données. Voilà, j'ai terminé. Ça marche? Bonjour. Est-ce que ça veut dire qu'on devra forcément dire à un consommateur à quoi sert chaque donnée, par exemple, sa date de naissance? En fait, on raisonne par traitement. C'est-à-dire que, bon, depuis toujours, hein, ça n'est pas nouveau, quand un traitement est fait, la personne doit être informée de la finalité du traitement. Donc, y compris le transfert international, s'il est prévu dès le départ. Donc, effectivement, c'est vraiment traitement par traitement. La question ensuite se pose effectivement de savoir comment on peut définir une finalité lorsqu'on a certains traitements sur la base du big data dont la finalité peut apparaître au fil de l'eau, si vous voulez. Donc, c'est un peu ça la difficulté, à mon sens. Bonjour. J'aurais une question à propos du droit de regard des utilisateurs sur leurs données. Est-ce qu'il y a des lois qui garantissent qu'un utilisateur peut appeler une entreprise pour lui demander l'intégralité des données la concernant? Oui, Et alors, est-ce que c'est appliqué à tout ça? c'est un bon vieux droit hein, qu'on appelle le droit d'accès, effectivement, que l'on peut exercer de manière directe, sauf pour certains fichiers où le droit d'accès est un droit d'accès indirect. Par exemple, pour savoir si vous figurez dans tel ou tel fichier de police, vous serez obligé de passer par la CNIL. Mais c'est mieux que rien parce que par le passé, ça n'existait pas. Et quand il a été prévu, d'ailleurs, on s'est aperçu qu'il y avait énormément d'erreurs dans les fichiers de police. Donc c'est un droit, effectivement, qui est relativement peu exercé, finalement.
et qui fait place à un autre débat que l'on pensait ouvrir avec la portabilité, mais finalement c'était pas le sujet. C'est le point de savoir dans quelle mesure on ne peut pas nous bénéficier en retour des traitements qui sont réalisés grâce à nos données. Vous voyez, la portabilité, vous récupérez vos données telles que vous les avez données ou à l'état brut, si vous voulez. Alors, il y a des expériences, notamment réalisées au niveau de la FINJ, où on met un certain nombre d'entreprises qui ensuite vont faire profiter vraiment les personnes de l'information qu'elles ont retirée, de l'exploitation des données. Ça, c'est un enjeu, à mon avis, important si on veut augmenter l'acceptabilité et la confiance, c'est-à-dire effectivement qu'il y ait une forme de contribution, d'intéressement. Mais la solution n'est pas dans la vente, parce qu'il y a quelques années, effectivement, notamment les économistes anglo-saxons se disaient finalement, si on veut vraiment bien protéger les données, on n'a qu'à créer un droit de propriété sur nos données, comme ça on va les vendre. Puis très vite, on s'est aperçu que c'était pas une solution, parce que d'abord, nous, on ne connaît pas la valeur de nos données, donc l'asymétrie, elle demeure. Et puis, il y a un risque de marchandisation de données extrêmement sensibles. Donc, voilà. Et du coup, c'est facile de récupérer ces données-là, ou les entreprises sont plutôt réticentes à le faire ou En fait, pas vraiment, parce qu'elles sont, pour le coup, ça c'est un contrôle facile à exercer pour la CNIL. Si vous vous opposez à un refus ou bien une non-communication dans des délais non raisonnables, voilà, ça c'est typiquement... Merci beaucoup. Moi, je me posais la question, alors c'est assez caractéristique de tous les traitements de données en général et du monde moderne d'ailleurs en particulier, de tout ce qui est les limites des différents droits qui peuvent s'appliquer. On a parlé par exemple tout à l'heure des Panama Papers, où il y a des données éminemment personnelles, mais qui sont volontairement personnelles d'ailleurs, mais qui du coup s'opposent à la liberté d'information de la presse, ou les différents droits. On a parlé de comment Google pourrait-il appliquer le droit de tous les pays du monde. La réponse est non, mais du coup, de quelle prime voilà, ce genre de choses. Où sont les limites et qui gagne, entre guillemets, Oui. vu qu'il n'y a pas d'instance internationale mondiale sur ce sujet? Alors, effectivement, il n'y a pas un droit universel en matière de protection des données. En revanche, il y a une convention du Conseil de l'Europe avec l'idée de la Commission européenne de pousser un maximum de pays à adhérer, sachant qu'elle est ouverte aux pays non membres du Conseil de l'Europe. Donc ça, c'est un point important. Après, c'est vrai que évidemment, il y a des poches, plus que des poches, de non-démocratie. Maintenant, on fait le constat quand même d'un certain progrès et d'une plus grande convergence dans les régimes juridiques. Mais bon, il n'empêche qu'il y aura des batailles à venir. Et il y a un point important, effectivement, que vous soulignez, c'est l'équilibre des droits. C'est-à-dire que là, j'ai peut-être donné l'impression que la personne concernée avait beaucoup de droits. Mais effectivement, si je prends le droit à l'effacement, il y a des exceptions, c'est-à-dire que effectivement, il faut concilier ce droit à l'effacement et la liberté de la presse, par exemple. Donc vous avez effectivement un équilibre à trouver entre la mémoire et l'oubli. Et d'ailleurs, beaucoup se sont inquiétés de l'insertion de ce droit à l'effacement, parce que sous couvert de protéger votre propre personne, si vous faites en sorte qu'une information importante perde tout son sens pour le public, on voit bien que c'est délicat. Mais ce matin, il y avait la personne du Télégramme, mais les journaux étaient déjà très, très, très à la pointe en matière de gestion des demandes d'effacement, avec chacun sa philosophie entre effectivement liberté de la presse, liberté d'expression et protection des personnes. J'ai une question, moi, justement, là-dessus. Un cas super concret. Sur Twitter, on voit des fois des politiciens qui tweetent ou qui font quelque chose, puis qui se rétractent et effacent. Mais d'autres utilisateurs ont fait une copie d'écran pendant ce temps et bien la republient. C'est du coup, qu'est-ce qui se passe si un usager publie une copie d'écran de quelque chose qui a été effacé par la suite Alors, quand vous me posez cette question, je me dis que je vous inviterai volontiers tous à la soutenance de thèse d'un de mes doctorants, qui en fait fait une thèse sur le droit à l'effacement des contenus,
mis à disposition par les personnes elles-mêmes, parce que c'est un cas particulier. Et au départ, d'ailleurs, Google, quand il y avait une demande de déréférencement qui émanait d'une personne, qui avait mis à disposition elle-même les contenus, disait bah, c'est votre problème, débrouillez-vous. Vous voyez, comme si effectivement on était à même de suivre son parcours. Donc oui, ça c'est une vraie question. La question étant, est-ce que la personne qui a effacé peut ensuite introduire un recours contre celui qui a copié, etc. Donc voilà. En général, c'est pas son intérêt. Son intérêt, il sait que l'information a filtré, c'est clair. C'est de minimiser plutôt, je dirais, la circulation d'une information, effectivement. Merci pour cette présentation qui était très claire et très accessible. Comment dire, la donnée, est-ce qu'il y a une réflexion sur la partie données d'intérêt général? C'est-à-dire, je pense à la donnée santé, parce que tout à l'heure vous avez parlé de deux types de données, la donnée juridique pénale, c'était ça, je crois. Oui. Et il y avait la donnée personnelle. Est-ce qu'il y a aussi la donnée d'intérêt général? Parce que je pense à la santé, évidemment. Est-ce qu'on doit accepter que des gens peut-être font de la rétention de données alors que ça pourrait peut-être sauver des vies, en étant un peu en mode naïf, machin, quoi. Mais voilà, et c'est un vrai sujet, je pense. Est-ce qu'il y a plusieurs réflexions là-dessus? Oui, il y a tout à fait, il y a un tas d'exceptions, si vous voulez, qui jouent en faveur de la recherche, en faveur des statistiques, en faveur de toute chose, sachant en plus que, même si je sais que les collègues informaticiens me répètent à longueur d'année qu'on ne peut pas anonymiser une donnée, il y a quand même, dans certains cas, effectivement, peu d'intérêt à traiter la donnée personnelle en tant que telle, et puis à travailler plutôt sur une donnée anonymisée pour en extraire une connaissance nouvelle d'intérêt général, effectivement. D'accord, il n'y a pas de préparation, je sais pas, au niveau de l'Europe, de dire on crée une base de données qui ne serait accessible qu'à une certaine population avec des conditions ou autres, qui ne serait pas forcément même anonymisée, parce qu'au final, l'anonymisation crée des limites aussi sur le traitement derrière. Non, ça par contre, ce serait en contradiction avec le cadre, de faire une base de données non anonyme sur des questions de santé, oui. Et c'est très limité, si vous regardez le dossier médical, vous voyez bien qu'effectivement, il y a des accès. Non, mais c'est extrêmement bloqué. Tout à fait limité. Oui. Ça va revenir. Concernant la preuve du consentement, est-ce que ça a un effet rétroactif? Dans le sens où il y a beaucoup de clients qui ont pu donner leur email à un moment donné dans un magasin lambda. Oui. Voilà, c'est oral, vous recevrez des offres. Est-ce que l'entreprise devra m'envoyer un email pour que je prouve que j'ai donné mon consentement, par exemple? Alors, si vous voulez, en fait, c'est l'entreprise qui doit prouver que vous avez donné votre consentement. Alors, effectivement, elle peut difficilement se tourner vers vous, c'est qu'il y a déjà un doute. Ou alors effectivement, vous pouvez... en fait, tout dépend d'où part cette demande de preuve de consentement, finalement. Est-ce que c'est une contestation émanant de vous, auquel cas vous ne serez d'aucun secours, ou est-ce que c'est une autre cause qui déclenche la demande de preuve? C'est pas forcément la CNIL qui va faire un contrôle. C'est forcément un consommateur qui va appeler la CNIL pour dire moi, j'aimerais bien savoir si on a la preuve de mon consentement, c'est ça? Mais moi, je vois effectivement le cas de figure qui risque de se présenter, c'est plutôt la personne qui dit « mais moi, j'ai pas consenti ». Et donc, le responsable dira « mais si, regardez, voilà, vous avez coché telle case, vous avez fait ceci, cela ». Après, une discussion peut s'engager en disant « mais oui, mais moi, j'ai été trompé ». Par exemple, vous pouvez dire « on m'a dit que si je ne consentais pas, je ne pourrais pas bénéficier du service complet ». Hein, c'est très fréquent, c'est la méthode la plus fréquente pour recueillir le consentement, c'est de vous barrer la route. Donc vous cochez vite la case en disant vite. Donc effectivement, ça fait partie vraiment des choses qu'on va voir comment ça va se passer. C'est comme pour le retrait. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui vont retirer leur consentement? À quel moment? Comment vont réagir les responsables de traitement? Est-ce qu'ils pourront s'en prémunir? Parce que c'est pas clair du tout cette affaire. Hein. C'est vraiment, pour moi, c'est un droit qui ouvre la voie à pas mal d'autres hypothèses. Oui, justement, par rapport au consentement, parce qu'à un moment ou un autre, l'entreprise devra fournir une preuve, mais
Jusqu'où devra-t-on aller pour fournir une preuve? Est-ce qu'on devra, par exemple, est-ce que les entreprises devront toutes s'équiper de coffres forts à valeur probante pour pouvoir sortir voilà, la preuve avec le certificat de dépôt qui a été validé Ou Ah, alors est-ce qu'un simple mail comme quoi il y a eu acceptation sera accepté? Oui, c'est toute la question. Ce sera quel type de preuve on va apporter. Est-ce qu'il va y avoir des services spéciaux qui vont se greffer là-dessus, des tiers qui vont effectivement intervenir pour. Je ne sais pas si d'ailleurs s'il y a déjà une réflexion. Hein. En amont, vous parliez de votre sujet sur les pages jaunes, mais sur cette preuve à apporter effectivement. Et alors il est pas dit que la preuve doit être systématiquement collectée, si vous voulez, mais il est dit qu'on doit pouvoir la rapporter, cette preuve. Donc on a intérêt à préconstituer les preuves en toute logique. Hein, Tant que j'y C'est suis. une question. Dans le cadre de la demande d'effacement des données, si je suis client chez n'importe quel retailer, je demande l'effacement de mes données. Est-ce que ça comprend aussi toutes les données de mes achats, de mes logs web, etc. Ou c'est juste mes données personnelles et donc mon nom, prénom, date de naissance, etc. En fait, les exemples précédents que vous venez de donner, c'était bien des données personnelles aussi, hein, vos achats. Oui, D'accord, mais votre du coup, parcours d'achat. si mes achats sont reliés à un ID et qu'on efface ma fiche cliente donc, avec mes informations personnelles et qu'on garde en base mes achats reliés à cet ID qui n'est plus qui n'a plus qu'un ID, est-ce que on doit les supprimer ou pas? Bon, déjà, c'est quand vous allez faire une demande d'effacement, c'est vous qui allez dire ce que vous voulez qu'on efface, à supposer que vous sachiez ce qu'il y a comme données. Vous voyez, c'est aussi très lié à la demande d'accès. Donc là aussi, j'ai envie de dire, bon, on a effectivement secteur par secteur, activité par activité, on a déjà quelques données. Par exemple, à Ouest France, il y a une personne qui est chargée spécifiquement de ça, de gérer les demandes d'effacement. Voilà, je veux pas que ma photo apparaisse. Et donc, j'imagine qu'il y a un peu des statistiques qui sont faites sur le type de demande, la fréquence. Mais là, on ne sait pas parce que avec le déréférencement, qui est donc un droit qui existe sur la base d'un arrêt de la Cour, hein, qui est consacré par le règlement, ben, je ne pense pas qu'on s'attendait à ce qu'il y ait autant de demandes de déréférencement. Un tel afflux, ça devient un vrai métier pour les moteurs de recherche de gérer les demandes de déréférencement. Et puis, ça pose une autre question très importante, c'est que il ne faut pas que toutes ces entreprises se substituent aux juges. Hein. Une des grandes critiques adressées à ce système du déréférencement par les moteurs de recherche eux-mêmes sur la base de critères qu'ils ont eux-mêmes définis, hein, puisque Google avait fait un tour des capitales d'Europe pour définir ce cadre, eh bien, ça pose une vraie question. Est-ce que c'est pas le boulot du juge? Et ça revient constamment dans le débat sur le numérique. Hein. Oui. On peut embaucher des moteurs de recherche peut-être. Mais donc vous voyez, là aussi on atteint une limite. Et du coup, j'ai un peu la même question sur la portabilité, mais j'imagine que la réponse va être la même, on ne sait pas trop encore. Ben, on sait, si vous voulez, on peut connaître certaines revendications. L'intérêt qu'ont les gens effectivement pour connaître les résultats des traitements qui ont été effectués sur leurs données, mais c'est pas l'objet de la portabilité. La portabilité, pour moi, elle a un sens plus technique en réalité. Hein, pouvoir effectivement accéder à ces données et puis ensuite les communiquer à une autre entité. Mais là aussi, on verra, je dirais qu'on est vraiment dans une phase de transition. Les textes d'application ne sont pas tous adoptés, on le sait. Il y aura beaucoup de mesures techniques aussi qui vont accompagner la mise en œuvre de ce règlement. Je crois que c'est aussi un des points importants dont il faut tenir compte. Et voilà, notamment au service on parlait de l'effacement des données qu'on a mis à disposition soi-même. Eh bien, ça veut dire aussi que on doit disposer d'outils techniques éventuellement pour
par exemple, programmer la mort, la durée de conservation de nos données, hein, c'est une mort programmée. Donc voilà, tout ça, ça va générer du business, à mon avis, de la recherche aussi, bien sûr. Bonjour, j'ai une question par rapport au consentement, parce qu'aujourd'hui, entre le B2C et le B2B, on n'a pas les mêmes consentements. Avec ces modifications de règlement, est-ce que l'interlocuteur d'une société est considéré comme une personne physique ou une personne morale, et doit-on avoir le même consentement que dans le particulier? Alors, il n'y a que les personnes physiques qui expriment leur consentement. Hein, donc, le règlement ne s'applique pas aux personnes morales. L'interlocuteur d'une société, c'est du coup pas une personne physique? Vous voulez dire, si je suis par exemple un utilisateur d'Amazon, donc on va recueillir mon consentement, hein, quand je m'inscris pour un certain nombre de traitements. Bon, donc c'est bien effectivement moi, la personne physique, qui donne mon consentement à une personne morale, hein, en l'occurrence, à le responsable de traitement. C'est pas tout à fait ça, c'est plutôt dans le B2B, du coup, on contacte les personnes d'une société, on a plusieurs personnes. Est-ce que c'est vraiment toutes des personnes morales et on n'a pas besoin d'avoir leur consentement, puisqu'on gère en opt-out aujourd'hui? Est-ce qu'on peut, par exemple, vous, en tant que personne d'une société, on peut vous contacter sans votre consentement, même avec les nouvelles règles? Non, je voyais pas bien l'hypothèse, en fait, parce que dans le cadre effectivement, du B2B, on n'est pas dans le registre de traitement de données personnelles, donc c'est des entreprises qui interagissent, et les données d'une entreprise, elles peuvent être couvertes par le secret des affaires, certes, mais elles ne sont jamais considérées comme étant personnelles. Merci. Ah. J'ai une autre question concernant, alors c'est peut-être pas le droit des données personnelles, mais justement, est-ce qu'il y a un travail aussi sur le refus, l'interdiction de vente de services ou de proposition de services, si on refuse de donner certaines données qui ne sont pas associées évidemment au service? Je pense à la date de naissance que tout le monde nous demande, alors que la banque nous le demande comme une vérification, double authentification en cas de paiement. Donc là, il y a une histoire de cybersécurité en même temps. Je ne sais pas si vous avez une réponse sur ça. Est-ce qu'on peut refuser un service parce qu'on... Tout dépend. Si vous allez acheter un vêtement et qu'on vous demande votre date de naissance parce qu'on veut vous faire une offre au moment de votre anniversaire, comme c'est souvent le cas, vous pouvez bien entendu refuser de la donner. Ensuite, sur certains sites, surtout sur Internet, la raison pour laquelle la date va être demandée, c'est le point de savoir si vous êtes majeur ou pas. Donc si vous êtes... en dehors de ça, parce que je pense récemment, j'ai acheté une prise connectée, par exemple. Il faut installer l'application pour la piloter et il faut absolument créer un compte. Oui. Est-ce qu'ils ont le droit? Tout simplement, parce qu'en fait, je ne peux pas utiliser le service si je ne crée pas un compte. Donc, il faut bien que je laisse un mail ou alors il faut que je monte. Eh bien, en fait, la question, elle est quels sont les motifs que l'on vous a donnés? C'est-à-dire que normalement, on doit vous dire, monsieur, on vous demande de créer un compte, donc de nous donner un certain nombre de données pour tel ou tel motif. Est-ce que c'est pour gérer la facturation? Est-ce que c'est... Vous voyez, parce qu'il y a des motifs qui peuvent être incontournables et d'autres, si c'est pour vous faire de la pub après, voilà. Et si c'est pas incontournable, est-ce que je sais pas, est-ce qu'il existe une autorité qu'on peut contacter? Enfin, j'en sais rien. On peut la contacter pour dire, ben non, on nous bloque. Aujourd'hui, c'est la CNIL. Hein. Mais ça existe. Ben, je veux dire, aujourd'hui, c'est on n'a pas le droit de pas nous vendre un service parce qu'on refuse de donner une donnée personnelle qui n'a rien à voir avec le service. Si vous voulez, s'il n'y a aucune justification, autre que l'intérêt pour l'entreprise d'avoir vos données, etc., effectivement, on cherche dans ce cas-là à recueillir un consentement en forçant votre décision. Et donc le service peut pas être ne peut pas être interdit de vente. Non, c'est tout le problème. Hein, c'est l'usage, effectivement, aujourd'hui, c'est souvent celui-ci. C'est de dire, voilà, vous ne pouvez pas... mais si vous achetez quelque chose qui doit être livré, bah forcément, il faudra donner votre nom. Voilà. C'est ça, mais oui. il faut trouver un cas de figure où effectivement, il n'y a pas de raison, si vous voulez. Celui que je vous ai donné, hein, le truc marche en Bluetooth, alors c'est la technique, mais ça marche en direct. J'ai envie de dire, essayez. C'est ça aussi, hein, c'est en matière de protection des données, ça vaut le coup parfois d'essayer. Maintenant, quand vous avez vraiment un problème individuel, je dirais, c'est souvent assez délicat. Moi, j'ai essayé de faire effacer
Westminster, pour ne pas le citer, une publicité pour un ouvrage que je n'avais jamais écrit. Et donc, ça aurait pu me valoriser, mais moi, je trouvais que non, parce que voilà. Sauf si vous payez après, si vous... J'ai beau être un peu éclectique, là, non. Ça. Et bien, ça a été un combat homérique. Et ça m'embêtait quand même beaucoup, parce que quand on me recherchait sur Google, paf, j'apparaissais pas comme spécialiste du numérique, mais comme tout à fait autre chose. J'ai un exemple, hein, je pense aux cartes de fidélité chez les grandes enseignes. Ils nous demandent tout un tas de données qui sont obligatoires pour avoir accès aux remises, ainsi de suite. Donc, oui, c'est un service en plus, et à la fois, est-ce qu'ils ont vraiment le droit de bloquer si on ne remplit pas le formulaire en entier et de nous interdire d'avoir la carte de fidélité et d'avoir les remises qu'ils proposent? Ah oui, là c'est clair. C'est effectivement, vous avez des remises. Enfin, je le dis maintenant en le disant, je me dis tiens, finalement, bon. Ils ont le droit de bloquer de donner ce service parce qu'on ne veut pas donner notre date de naissance. Écoutez, essayez. D'accord. Essayez. Franchement, allez à Super U, là, essayez, regardez si ça marche et quel motif. C'est vrai, c'est intéressant. Vous me donnez des idées pour mes élèves, finalement. C'est intéressant d'aller voir un peu comment ça marche. Parce que... Je préfère les résultats, alors. Merci. Oui, ça je fais systématiquement pour le code postal, j'en donne toujours un faux. C'est oui, c'est Bonjour, j'ai un cas pratique justement par rapport à ça pour vos élèves aussi. Je crois qu'il va falloir qu'on aille faire les courses ensemble. En ce moment, j'achète une maison et on me demande donc pour avoir un prêt bancaire de compléter un questionnaire médical. Premier questionnaire, question basique. Je reçois un courrier, monsieur, on vous demande des questions un peu plus intrusives par rapport à votre état de santé. Qu'est-ce qu'on fait? Sachant que si on ne répond pas, par rapport à l'assurance, voilà, quel est notre droit? Alors, j'en ai parlé avec le médecin qui dit, ben oui, il y a une loi qui est passée, on ne communique plus, avant on communiquait directement aux assurances, etc. Maintenant, on n'a plus le droit, donc en gros, c'est vous qui devez le communiquer. Voilà. Donc il ne s'est rien passé, quoi. On a juste rajouté un intermédiaire dans... Donc comment est-ce qu'on réagit face à des choses comme ça, par exemple? Ça fait partie des demandes dites des collectes de données à des fins légitimes, si vous voulez. Après, si quand vous regardez le règlement, hein, puisque c'est le texte le plus récent, il y a des dispositions qui concernent les catégories particulières de données. En fait, c'est ce qu'on appelle en droit français les données dites sensibles, donc celles qui vont révéler un certain nombre de choses, notamment les données de santé, dont par principe le traitement est interdit. Donc ça, c'est une position symbolique forte, hein, pour le dire. Voilà. Et après, vous avez toute une série d'exceptions. Il y a les motifs légitimes, il y a le consentement. Vous voyez, donc il y a quand même énormément pour chaque cas. On a envisagé les cas de figure qui finalement correspondent aux usages. Somme toute assez légitime, puisqu'une banque, effectivement, doit aussi garantir son activité. Donc oui, n'oublions pas ceci, hein, il y a toujours des exceptions, et c'est là-dessus que va se jouer beaucoup le règlement e-privacy, justement. Notamment la notion d'intérêt légitime, qui est assez floue. Elle est assez floue. Ouais, voilà. Je propose d'arrêter là les questions, et d'organiser peut-être un autre événement spécial droit des données, cette fois-ci.